bienvenue dans le studio estival des experts. Pendant près d'une heure, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine écoulée. Au menu, il y aura des missions et des missions, des écoles et des inscriptions, des FR, des NL, etc. Pour en parler, deux personnalités politiques, mais aussi deux experts non politiques. Vanessa Lullier, journaliste à BX1, bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Karim Fadoul, journaliste à l'RTBF Bruxelles, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Vanessa. Dimanche, Pascal Smet annonçait sa démission, donc après l'invitation lancée à une délégation iranienne et russe, et après l'erreur d'un membre de son cabinet de faire prendre en charge leur logement par la région. La ministre des Affaires étrangères, Hadja Labib, elle, vacille également, car c'est elle qui a accordé les visas. Elle devra encore s'en expliquer lundi à la Chambre. Portrait d'un Smet qui a toujours fait le buzz à Bruxelles, Marie-Noëlle Dinan et Blanca Perret. Lorsque Pascal Smet débarque à la région bruxelloise en 2003, le nouveau secrétaire d'État de 33 ans affiche tout de suite la couleur. Il faut changer, il faut qu'à l'intérieur de la ville, au centre de la ville, il faut beaucoup moins de voitures. Le jeune socialiste flamand veut marquer les esprits. Je veux une piscine ouverte à Bruxelles le plus rapidement. Phrases choc, polémiques et coups d'éclat vont jalonner son parcours, comme cette déclaration en 2017 dans un podcast Politico. I compare Brussels very often with a whore, with a prostitute, because at the same time it's beautiful, it's very horny, but at the same time it can be ugly. J'ai utilisé une comparaison inappropriée pour laquelle je m'excusais. Ou encore quand il parle du réaménagement du port de Bruxelles comme d'un projet orgasmique. En 20 ans, le ton cash de Pascal Smet en a fait rougir plus d'un au gouvernement bruxellois, rougir souvent de colère. Entre 2009 et 2014, il fait un passage par le gouvernement flamand où il occupe le poste de ministre de l'enseignement. Ça me donne beaucoup de possibilités d'améliorer la situation pour les jeunes bruxellois. Son nouveau pavé dans la mare, que les élèves flamands apprennent l'anglais comme seconde langue avant le français. Mais nous le connaissons mieux comme ministre de la Mobilité et des Travaux publics sous les législatures précédentes. Sa vision de la ville, plus de transports en commun, moins de voitures et toujours des piscines en plein air. Pascal Smet, ce sont quelques chantiers emblématiques, comme le tram neuf qui relie Simonisso et Zell, le piétonnier de la chaussée d'Ixelles ou encore Collecto, le service de taxi de nuit. La conception du plan bus ou du projet du métro Nord, controversé aujourd'hui, c'est lui aussi à la manœuvre. La fin du viaduc Reyer, c'est encore lui qui porte le dossier. La place Rogier, c'est son laboratoire des grandes idées. Des idées qui coûtent cher à la région. Ce chantier va durer 10 ans. Nous attendons un plan taxi. Parmi ces échecs, citons la mise en place du plan taxi qui devait instaurer un cadre légal pour Uber. Mais évidemment, c'est difficile à dialoguer au moment qu'on dit carrément on ne veut pas du tout Uber. Pascal Smet va d'ailleurs devoir s'expliquer dans une commission spéciale du Parlement bruxellois, une affaire qui va le marquer profondément. Ça fait quand même mal, tu sais, mal, profondément mal. Mais je suis content que le Parlement a fait son travail, que j'ai pu me finalement expliquer et que tout le monde a bien vu, avec toute la documentation qu'on a fait ça en âme et conscience. L'ex-secrétaire d'État à l'urbanisme quitte le gouvernement bruxellois avec 2 chantiers inachevés, la réforme du COBAT, le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, et Good Living, le nom du nouveau règlement régional d'urbanisme. Alors Vanessa Lullier, Bruxelles sans Pascal Smet, ça va être différent que Bruxelles avec Pascal Smet. Oui, après c'est une page politique effectivement qui se tourne. Je pense qu'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Pascal Smet, c'est de ne pas avoir de vision. Enfin, il a toujours eu beaucoup d'idées pour la ville, en termes de mobilité, en termes d'architecture, en termes d'urbanisme de manière plus large. Il a toujours dit, par exemple, que ça manquait de gestes forts en architecture pour la capitale. Là, je lui donne assez raison. Et effectivement, c'est un personnage, quand même, ça fait 20 ans qu'il est en politique. C'est un très bon communicant qui occupe l'espace, aussi bien de manière intéressante parfois, parce que ses idées qui sont novatrices suscitent des débats. Et puis aussi, là, on a revu dans le reportage, effectivement, ce coup de la comparaison un peu malheureuse de Bruxelles. Il y a aussi eu, plus récemment, cette interview qu'il avait donnée, je pense, avec Rudy Verwoerd, où il disait qu'on pouvait parfois faire le bonheur des gens malgré eux. Voilà, au niveau de la consultation populaire, on va dire que ce n'était pas vraiment la meilleure des réussites. Ça remet en cause un peu ses qualités de communicant. Parfois, oui. Alors, Karim Fadoul, est-ce qu'il a eu raison de démissionner finalement ? Est-ce que tout ça valait une démission ? Alors, c'est la question piège. C'est compliqué et simple à la fois. Simple parce que
effectivement, quand il s'explique par rapport au dossier des visas octroyés aux Iraniens, eh bien, il omet, il oublie de présenter cet élément d'information, à savoir la prise en charge des frais de séjour des représentants iraniens. Et donc cet élément-là, effectivement, il n'en prend connaissance que les heures qui suivent. Et puis il se rend bien compte qu'effectivement, devant le Parlement, devant lequel il est responsable d'ailleurs, en tant que membre du gouvernement, eh bien, il n'a pas dit toute la vérité. Peut-être involontairement aussi. Et donc là, à ce moment-là, il n'y a qu'une seule issue, c'est la démission. Ça s'est passé comme ça par le passé. Donc s'il n'y avait pas eu cet élément-là, il n'aurait pas démissionné, d'après vous? Mais parce que... Alors, ce qui est particulier aussi avec Pascal Smets, c'est que comme c'est quelqu'un de clivant, effectivement, tout le monde s'en est pris à lui, tout le monde l'a pris pour cible, sachant que, par ailleurs, le maire de Téhéran a été reçu à l'hôtel de ville de Bruxelles, qui est géré par un bourgmestre socialiste, qui a publié sur son compte Twitter une photo de l'ensemble des maires présents à ce sommet des maires. Et donc, pourquoi lui n'est pas visé? Pourquoi on vise Pascal Smets? Parce que très certainement qu'il représente quelque chose et qu'il commençait tout doucement à agacer aussi, parce que les dossiers polémiques de ces dernières années, et notamment les Uberphase, on a bien vu qu'à un moment donné, notamment du côté du Parti socialiste, eh bien, il était, je ne vais pas dire devenu l'homme à abattre, mais en tous les cas, était devenu quelqu'un dont il fallait parfois un peu, enfin, qu'il fallait... qui n'apportait pas, je dirais, une image sereine du gouvernement bruxellois, de par ses sorties parfois intempestives et des dossiers parfois, des casseroles qu'il traînait. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos invités. On va les accueillir. Tous les deux sont députés de la majorité à la région bruxelloise. 5 ans les séparent. L'un est du nord-ouest, l'autre est du sud de la région. L'un a une formation d'assistant social, l'autre d'avocate. L'un a une formation d'assistant social, je disais donc. Et ils ont un point commun quand même. Leur parti leur a confisqué un siège au bureau du parti Vooruit pour l'un et un siège défi au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'autre. Mais aujourd'hui, ils viennent avec leur entière liberté de parole qu'ils entrent tous les deux. Alors avec nous donc Joëlle Maison, députée bruxelloise Défi, et Fouad Haïdar, député bruxellois Vooruit. Et alors on va commencer tout de suite avec vous, Fouad Haïdar. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette démission de Pascal Smets? Est-ce que vous regrettez qu'il ait démissionné? Il fallait à un moment donné prendre ses responsabilités, il les a pris. C'était à lui de faire le choix. C'est vrai qu'il y avait peut-être une pression politique ou même auprès de certaines personnes, mais voilà, je trouve qu'il estime qu'il y a eu une erreur qui a été faite et il fallait subir les conséquences et il a pris ses responsabilités. Donc, je trouve ça dommage, on aurait préféré qu'il termine ses 20 ans de carrière parce que ça fait plus de 19 ans qu'il est ministre. Je dirais il a quand même des projets qui étaient encore en cours. Pour nous, on aurait préféré qu'il continue, mais je pense qu'il était fatigué, que pour lui, c'est un soulagement aussi. Donc là, maintenant, il va se retrouver sur les bancs du Parlement bruxellois, à vos côtés, comme député Vooruit. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on aurait pu penser à vous, avec toutes les voix de préférence que vous avez eues aux dernières élections? Mais moi-même, je n'étais pas candidat de toute façon. C'est vrai qu'on aurait pu penser à moi. On a eu une discussion en interne. On a demandé qui serait intéressé. Moi, en tout cas, j'ai dit que je n'étais pas intéressé. Je pense que soit je commence avec une page blanche, ça c'est un. Et deux, l'urbanisme, c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc, si ça aurait été les logements, ça aurait été les affaires sociales, ça aurait été des matières que je maîtrise parfaitement et tout, je l'aurais fait. Donc, les matières de Mme Benamou, je les aurais pris avec plaisir. Mais n'a pas encore démissionné. C'était compliqué. Voilà. Donc, ce sera peut-être pour la législature prochaine, alors. Écoutez, qui vivra verra. En tout cas, je dirais pas non. Joëlle Maison, de votre côté, Défi est dans la majorité. Comment est-ce qu'on a vécu cette démission d'un membre du gouvernement? D'abord, je voudrais dire qu'on vit assez mal l'affaire de façon collective, que ce soit les citoyens ou les politiques. Tout d'abord, sur le fond, recevoir 14 personnes provenant d'Iran, dont des dignitaires qui ont vraiment joué un rôle très important, non seulement dans le régime des mollahs, mais en plus dans les répressions qui ont fait suite au décès de Mahsa Amini, je trouve ça regrettable. Maintenant, j'entends au niveau du Parlement fédéral que Madame Adjel Habib
a utilisé jeudi dernier, le 15, un argument selon lequel vraiment c'est scandaleux de recevoir des Iraniens à Bruxelles et ça salit l'image de Bruxelles et elle a beaucoup sali et accablé Pascal Smet. Et plus récemment, le 22, le mercredi ou le jeudi, elle a utilisé l'argument de la réelle politique. Alors je pense qu'il y a une solide contradiction dans ces deux attitudes. Quand j'ai entendu M. Lester dire... J'ai entendu la réelle politique par rapport à l'octroi des visas, pas par rapport à l'invitation. Non, mais à partir du moment où on octroie des visas, c'est le pouvoir fédéral qui octroie les visas. Oui, il n'y a pas encore de possibilité... Dans cette affaire-là, qui est fautif ? C'est les deux, celui qui invite et celui qui octroie le visa, ou seulement celui qui invite, ou seulement celui qui octroie le visa ? Celui qui invite a pris ses responsabilités parce que les invités avaient été rémunérés pour leur hébergement à Bruxelles. C'est sa raison. Ça, c'est la raison de la démission. C'est la raison de la démission de Pascal Smet. En revanche... Oui, il n'a pas démissionné pour avoir invité les Iraniens. Voilà. Ces personnes qui ont été invitées, il n'y en a que 7 sur les 14 d'ailleurs, qui ont été invitées par Pascal Smet. Ces personnes, ces Iraniens qui ont été invités, dont 2 en plus dont on ignorait l'existence et dont on ne sait comment ils ont reçu finalement leur visa, eh bien, ils ne seraient pas rentrés sur le territoire belge si Mme Habib n'avait pas délivré les visas. Donc, c'était quand même une responsabilité fédérale, l'octroi des visas, de possibilité d'entrer sur le territoire. En outre, 3e volet, donc premier volet, le fond, le 2e volet, les explications, le fond ou la réelle politique, l'attitude morale ou la réelle politique, 3e volet, les incohérences dans la défense de Mme Habib. Karim Fadou. Non, mais ce qu'il faut quand même aussi rappeler, c'est que le maire de Téhéran était coprésident de Métropolis. Donc, quelque part, ne pas l'inviter, ça aurait été quand même assez surprenant. Ne pas l'inviter, sachant qu'il fait partie, je dirais, de la structure dirigeante. C'est troublant de savoir que Pascal Smet, il fait partie du comité de gestion de cette association, avec des maires chinois, avec le maire de Téhéran. Exactement. Est-ce que là, il n'aurait pas fallu déjà se poser la question au sein de cette association Exactement, ça c'est une question. La deuxième question, elle est liée à la réelle politique. La réelle politique, je dirais que le personnel politique, il fait tous les jours de la réelle politique. Je veux dire, à partir du moment où on reçoit Viktor Orban lors des sommets européens et qu'on lui serre la main, c'est problématique. Madame Meloni, c'est pareil, qui dirige le conseil italien. La réelle politique, ça fonctionne en ce sens que ça n'aboutit pas toujours à des polémiques. Il se trouve qu'ici, ça a été pointé du doigt parce qu'effectivement, il y a une actualité liée à la répression en Iran, liée à la libération d'Olivier Van de Cassel qui était détenu pendant plus de 400 jours. Donc tout ça mis ensemble fait qu'aujourd'hui, ça pose question. Tout à fait. Et juste pour ajouter une petite précision, les frais d'hébergement de toute cette délégation, pas que les Iraniens, sont payés par la région bruxelloise à chaque fois. Donc Pascal Smet, quand il dit qu'il ne savait pas que ça allait être payé par la région, que ça allait être payé par la région bruxelloise, c'est pas juste parce que c'est de tradition que tous les membres invités sont logés aux frais de la région. Peut-être vraiment pas. Les 14 et pas seulement les 7 invités. Ensuite, l'argument de l'humiliation, parce que Mme Habib a quand même utilisé l'argument de l'humiliation en disant après, oui, ça aurait été quand même difficile de ne pas leur octroyer le visa parce que c'est humiliant et dans le cadre des relations, on aimerait bien que d'autres personnes soient libérées. Eh bien, ça ferait un petit peu tâche. Mais cet argument-là, il vaut également pour M. Smet. Donc, et je pense que tout le monde fait confiance à son personnel. Il y a aussi, à un moment donné, moi je reçois des signataires, je suis aussi président du VGC, et donc je reçois parfois des signataires à signer. Je signe les signataires, je contrôle de temps en temps, mais je n'ai pas le temps de tout regarder. Ici, il y avait 600 documents à signer. Pascal dit, voilà, j'ai fait une erreur, j'assume, j'ai démissionné. Bon. Maintenant, la suite, qu'est-ce qui va se passer avec Mme Habib, qui, elle, dit A à un moment donné, et maintenant elle dit, ah non, j'étais quand même au courant. Sa démission ou Fouad Aïda? Écoutez, je demande... Est-ce que c'est une vengeance par rapport à la démission de Pascal Smet? Non, il n'y a aucune vengeance, nous on ne rentre plus dans ce débat-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des visas qui ont été octroyés. Moi, je vois qu'il y a des gens qui demandent simplement un visa pour que leurs parents viennent les visiter, et on leur dit, écoutez, on n'est pas sûr que vous allez retourner, donc on vous refuse le visa. Ici, c'est des gens qui sont connus et reconnus au niveau international, qui ont posé des problèmes. Non, mais c'est clair que... Avec toutes les informations dont ils disposaient, je crois qu'ils voulaient retourner. Donc le danger était imminent et pourtant ils ont quand même obtenu leur visa. Mais bon.
Oui, Ce n'est pas je des voudrais voitures. quand même dire que l'attitude du MR, enfin bon, moi j'étais assez scandalisée par le fait que le MR dise vous salissez, à M. Smet, vous salissez l'image de Bruxelles et Macha Amini vous regarde. Quand le chef de groupe MR dit cela à Pascal Smet, le groupe MR doit quand même en tirer des conséquences par rapport à la personne qui a octroyé les visas. Tout à fait. Mais ça... Très bien, on va passer à un autre sujet, moins polémique sur ces démissions, mais quand même un sujet qui touche les Bruxellois, c'est toutes ces problématiques d'insécurité sur la voie publique, l'alcool, le désœuvrement, la drogue, 3 fléaux très présents dans notre région. Comment en venir à bout? À Saint-Josse et à Saint-Gilles, on a appris cette semaine qu'on décidait d'interdire l'alcool sur la voie publique, et on fait même intervenir à Saint-Josse la police pour faire partir ce qu'ils appellent la population stagnante, des toxicomanes, des migrants et d'autres. Les explications d'Émir Kir, le bourgmestre de Saint-Josse, c'était jeudi dans Bonjour Bruxelles. Des femmes veulent aller travailler le matin, il y a des gens qui stagnent dans la rue, qui dorment devant chez eux, qui leur réclament de l'argent pour qu'elles sortent de chez elles. Ça peut être aussi des hommes, c'est pareil le soir. C'est des cambriolages. Et en fait, on a une population stagnante dans le quartier, maintenant depuis des années. Ils étaient au parc Maximilien, ils sont été à la gare est en travaux avec le CCN qui est occupé à y démonter. Ils sont maintenant montés du côté des quartiers d'habitation parce que nous faisons les travaux sur la place Saint-Lazare. Mais pour l'essentiel, les populations stagnantes n'habitent pas la commune, ne travaillent pas dans la commune. Donc ce que j'ai demandé à mon chef de zone, à Olivier Sloss, c'est je vais prendre un arrêté du bourgmestre, je ne veux pas que ces gens restent dans le quartier, ils n'ont rien à faire dans ce quartier. Ouais, mais on ne peut pas les chasser d'un quartier à l'autre, ça ressemble un peu à une chasse à l'homme, ça, Émir Kir. Je veux bien, si vous voulez les accueillir dans votre quartier, Fabrice, donnez-moi votre adresse, je veux bien les envoyer chez vous. Les habitants dans ma commune ont aussi le droit à la quiétude. Quand vous êtes à Woluwe, vous êtes à Tongres, vous êtes à Ostende, quand la police arrive, elle dit « Qu'est-ce que vous faites là ? Allez, circulez, vous n'êtes pas chez vous, allez chez vous. » Ici, c'est pareil. À un moment donné, on doit arrêter d'accueillir des gens qui en font voir toutes les couleurs aux habitants du quartier, aux pharmaciens, aux commerçants, etc. Donc à un moment donné, il est normal qu'on prenne des mesures comme celle-là. Alors, Fod Haïdar, il faut faire circuler les gens d'une commune à l'autre? Écoutez, moi, il faut d'abord trouver une solution. Je pense que ces gens ont besoin d'un accompagnement. On a toujours dit que si on discute avec les Bruxellois, et nous, on vit aussi parmi les gens, c'est pas parce qu'on est en politique, on est au Parlement et qu'on ne sort pas de notre petit cocon. Les gens, les 2 problèmes que je rencontre le plus souvent, j'en parle de sécurité et de propreté. Ça, c'est 2 problèmes qui reviennent, qui sont récurrents. Quand aujourd'hui, par exemple, une de mes filles me dit je passe d'un point A à un point B et je regarde l'heure qu'il est pour savoir si je peux passer de tel endroit ou je prends un autre chemin parce que je suis moins sécure ou plus sécure si je passe par là à telle heure de la journée, il y a un vrai problème. Donc je pense qu'on regarde dans le métro, qu'on regarde dans les trams, qu'on regarde dans le bus, qu'on regarde dans nos quartiers, effectivement il y a de la pauvreté, c'est une chose, et là il faut voir ce qu'on peut faire pour aider ces gens, et puis il y a des autres qui sont malheureusement soit des toxicomanes, soit qui sont accros à l'alcool et qui posent un gros problème, même des mineurs, puisque normalement c'est interdit de vendre de l'alcool à des mineurs, et pourtant on voit qu'il y a beaucoup de night shops ou d'autres magasins qui vendent quand même sans contrôler l'identité de ces jeunes enfants. Moi, je pense qu'il faut aider les gens. Maintenant, les repousser, dire voilà, ils sont chez moi et donc je vais les pousser pour qu'ils aillent dans la commune suivante, c'est juste déplacer et mettre la patate chaude ailleurs. Je pense qu'il faut prendre les mesures, peut-être au niveau régional, et se dire qu'est-ce qu'on fait pour prendre un plan, une espèce de plan Marshall, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui va discuter sur le problème justement d'ébriété ou de problème d'alcool dans nos quartiers. Vous savez, à Jette, on n'avait pas ce problème-là. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux. Que ce soit à la place du Miroir, les gens se plaignent. On voit bien que les commerçants viennent vous dire qu'on vient, la mendicité, c'est une chose. Et je pense qu'il n'y a pas de souci si elle n'est pas agressive. Mais soit elle est agressive, soit c'est parce qu'il y a un problème d'alcool. Et donc, on voit qu'il y a quand même des frictions de plus en plus importantes et des gens commencent à faire loi eux-mêmes et ça ne va pas. Il faudrait interdire l'alcool à Jette, par exemple, sur la place du Miroir, comme on le fait à Saint-Gilles. En tout cas, on l'a fait à XL boire aussi, en public comme ça pose vraiment un problème. Oui. Mais si c'est pour qu'on ait tous des sacs en carton comme aux États-Unis où on cache sa bouteille. C'est la prohibition, dans la prohibition. Oui, voilà, la prohibition. C'est pas nécessaire non plus. Joël Maison, on a vu que pour les gares, par exemple Gare du Midi, Gare du Nord, on n'arrive pas à s'en sortir non plus, puisqu'on dit c'est le fédéral qui doit le faire, c'est la région, c'est la commune, c'est les SNCB. Tout le monde se rejette la patate chaude, or les problèmes existent dans toute la région.
Oui, mais pour les gares, c'est plutôt le fédéral qui doit s'en charger. Oui, mais s'il ne s'en charge pas. Oui, d'accord, mais la région prend déjà beaucoup en charge des problèmes du fédéral et dont le fédéral ne se charge pas. Donc à un moment donné, on connaît... le fédéral s'est occupé de la gare du Nord, c'est-à-dire il les a tous fait partir, et donc il se retrouve à Saint-Josse. Oui, c'est ça. Enfin, ça, c'est déplacer le problème. Je suis tout à fait d'accord avec Fouad. Déplacer le problème n'est pas une solution. Alors il y a plusieurs éléments, évidemment. Vous avez parlé de mendicité, vous avez parlé d'ébriété. Bon, tout d'abord, les mesures de plus en plus populaires dans toutes les communes d'interdiction de l'alcool, de consommation de l'alcool sur la voie publique, prises de manière générale. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Enfin, de mon point de vue, ça ne fonctionne pas. Et d'abord, sur l'alcool, il faut prendre aussi l'alcool et les jeunes, il faut prendre des mesures beaucoup plus structurelles. On a un plan interfédéral alcool qui a mené à rien du tout. On l'attendait depuis 5 ans et ça mène juste à rien du tout. On voit des tas de night shops où il y a des placements de produits, notamment ces sodas alcoolisés, qui sont placés de manière stratégique pour que les jeunes y aient accès. C'est juste un scandale. Je trouve ça... Il faudrait faire comme pour les cigarettes. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai mené dans ma commune, à un moment donné, sur base de quelques expériences personnelles, une chasse à ce genre de choses, aux personnes qui vendent dans les night shops et qui vendent à des mineurs. Enfin, il faut mener une politique de tolérance zéro par rapport à cela. Parce que c'est ça, d'abord, le problème structurel. Avant le fait de prendre une canette et de la boire sur l'espace public. Moi, si j'ai envie de prendre une canette d'alcool ou un verre ou une canette de bière sur la place publique, je ne vois pas pourquoi je devrais en être empêché, a priori. D'autant plus que ça ne fonctionne pas, la prohibition. Karim Fadou. Ça ne fonctionne évidemment pas, notamment dans des communes, notamment une commune des Filles, Scarbeck, où effectivement cette interdiction existe, notamment du côté de la Plastide, qui est une place très connue, où effectivement ce type de problème que les habitants rencontrent et les commerçants rencontrent très très régulièrement, et des gens en état d'ébriété tout au long de la journée, toute la nuit, et effectivement ça crée de l'insécurité et ça crée du tapage. Le piétonnier, c'est pareil, l'alcool, consommer de l'alcool sur la voie publique est interdit, pas dans les terrasses ni dans les cafés, mais consommer de l'alcool sur la voie publique est interdit, ça ne fonctionne pas non plus. Il faudrait peut-être essayer de trouver autre chose, même si évidemment vous avez raison, l'alcool c'est d'abord un problème de santé publique, on est bien d'accord. Et donc, il n'y a pas que l'alcool. Il n'y a pas que l'alcool, mais c'est un problème parmi d'autres. Mais donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, évidemment, trouver une solution, je dirais, régionale et commune à l'ensemble des communes, c'est le cas de le dire. Oui, surtout que la sécurité, ça fait partie des compétences régionales. Vanessa Lully. Oui, tout à fait, ça fait partie des compétences du ministre-président Rudy Vervoort de faire un plan donc pour la sécurité. On a parlé beaucoup de l'alcool, mais effectivement, l'interdiction de boire, de toute façon, l'interdiction d'être en état d'ébriété sur la voie publique, c'est déjà, ça existe déjà. Et puis, la seule chose, là, c'est que ça donne un argument supplémentaire aux policiers pour pouvoir procéder à une arrestation, c'est tout. Donc, comme ça, ils cherchent moins d'excuses éventuellement. Et puis après, il y a la problématique aussi de la drogue, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais la consommation de crack notamment a explosé en région bruxelloise avec cette problématique. Et là aussi, pareil, on est dans le cadre des compétences de la région où on peut faire un plan qui va pour tout Bruxelles. Enfin, et on se retrouve avec d'autres sujets aussi, où on a eu comme ça, par exemple, à la prostitution, où chacun chasse les prostituées dans la commune d'à côté. On voit très bien que ça donne rien et qu'à un moment donné, il faut faire une législation qu'on fait, mais des années plus tard. Les associations, en général, demandent des moyens supplémentaires. Vous parliez tout à l'heure, Fodhaïdar, de l'encadrement. Est-ce que c'est juste un problème d'argent ? Non, il y a d'abord, je crois que l'encadrement est un problème financier de toute façon. Je crois que les associations sur le terrain voudraient avoir plus de moyens. Mais il y a une chose que je voudrais dire quand même, c'est pas évident, mais il y a un problème, peut-être que beaucoup de gens ne savent pas que c'est interdit au fait. Moi, je vois les nouvelles populations qui arrivent, je veux parler clairement, je veux dire aujourd'hui, quand on voit que ce soit autour de la gare, ou que ce soit même sur certains endroits à Jette ou à Molenbeek, je vois effectivement qu'il y a une population qui est neuve, qui est là depuis 10 ans, depuis 5 ans, ces dernières années, qui peut-être ne savent pas que le règlement interdit de boire, que peut-être dans les pays d'origine, c'est pas un problème. Ben ici, je veux dire, voilà... J'ai l'impression que là, ils ne connaissent pas les usages. Je crois que les usages, les informations, je veux dire, et si je vais dans l'extrême, je veux dire, encore ce matin, je me suis disputé avec une personne d'un pays bien spécifique. Il était là sur la piste cyclable entre 7h30 et 8h30. Je dis, monsieur, excusez-moi. Je dis, au moins pas entre 7h30 et 8h30. Il y a des enfants qui passent tous les jours à vélo pour aller à l'école. Déplacez votre camionnette. Oh, bon, je décharge, je fais ce que je veux. Enfin, je veux dire simplement que parfois, les gens, et puis ils te disent, quand je lui dis, mais monsieur, c'est interdit. Oui, mais je décharge. Mais pas sur une piste cyclable, monsieur. Donc, je
veux dire simplement que est-ce qu'il y a énormément de gens qui ne sont peut-être pas au courant, et on peut dire ce qu'on veut. Je veux dire, aujourd'hui, les pays, surtout de l'Est, je veux dire, on a énormément de populations qui sont arrivées, et c'est des gens qui se mettent tranquilles sur un coin, ils boivent leur verre, ils dérangent personne, mais voilà, au bout d'un moment, une fois qu'ils sont sous, ça pose des problèmes, et je pense que, voilà, il n'y a pas que, mais il y a un problème à ce niveau-là, et moi je ne sais pas comment le citer, je pense qu'il y a peut-être une information qu'on devrait donner à ces gens-là. Oui, mais on voit de toute façon, c'est difficile à Bruxelles d'informer pour une problématique de santé, on l'a vu avec le Covid et avec d'autres choses, c'est difficile de s'adresser à toutes les populations bruxelloises, puisqu'il y a beaucoup de langues à Bruxelles. Joël Maison, vous vouliez intervenir et conclure sur je dirais que c'est un problème extrêmement complexe, dont effectivement, si on parle de ça, vous parliez de la gare du Nord spécifique, vous parliez de l'intervention de Emir Kir que je trouve assez peu adéquate, mais un plan général pour gérer les questions liées à l'ébriété sur la voie publique, à la consommation de stupéfiants, quels qu'ils soient, au sans-abrisme aussi, puisque tout ça est évidemment... Hier encore, j'interrogeais la secrétaire d'État en commission pour demander si un quota de logements sociaux ne pouvait pas être, puisque c'est prévu dans l'arrêté locatif, être réservé aux personnes sans abri, puisque c'est prévu par la législation régionale et l'arrêté locatif. Donc on sait très bien quand une personne est sans abri aussi toutes les dérives auxquelles elle est exposée, et elle expose aussi les autres, son entourage, et ça crée aussi le sentiment général d'insécurité et de saleté aussi en région bruxelloise qu'il faut absolument combattre. Mais ce relogement doit être encadré et demande aussi du personnel ad hoc pour cela. Je vais vous proposer à présent de passer à nos têtes d'affiche, une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celle ou celui qui vous inspire, en bien ou en mal, et on commence par vous, Joël Maison. Je vous propose tout d'abord Lola Dirks, la nouvelle échevine Voreux de Bruxelles qui a remplacé Hans Persson, qui elle-même a remplacé Pascal Smet. Deuxièmement, Ivan Latem, nommé à la tête de la présidence du Conseil de la Santé après Jean Nève, Pascal Vrebos, transfert de fin de saison de RTL à LN24, ou Karel Gerhardt, vidage de fin de saison, remercié de l'Union, et on ne sait pas où il ira, mais il a déjà beaucoup de clubs intéressés. Alors Lola, Yves, Pascal ou Karel? Fouad, tu veux pas Non, c'est pour vous. Ceux-là sont pour vous. Il y en a d'autres pour... je vais prendre Fouad. Lola. Lola, oui. Voilà, que je ne connais pas, donc j'aurais du mal à tenir une minute sur Lola. Voilà, conseillère communale à la ville de Bruxelles, et c'est elle donc qui remplace Hans Persson, puisque le premier suppléant a refusé le poste, donc elle en a hérité. Vous la connaissez, Fouad? Très bien. Et bien. Alors, c'est une femme super compétente. Maintenant, il faut voir si elle pourra devenir échevine. Je pense qu'on a un problème à ce niveau-là. Et donc, il n'y a pas de certitude. C'est-à-dire? Parce qu'elle n'habite pas la ville. Parce qu'elle n'habite pas la ville et que je pense que c'est des choses connues de tous. Donc elle a, mais c'est clair que non, mais voilà, on en a parlé juste avant, donc pas avec toi, mais je veux dire que voilà, donc maintenant elle habite juste, elle a déménagé à Jette, donc entre temps, et donc elle est chez vous. Donc si vous pouvez, elle est chez nous, et donc on était tout contents. Donc mais voilà, donc c'est beaucoup trop compliqué. Et donc malheureusement, donc on va devoir piocher encore quelqu'un d'autre. C'est ça, mais on a quelqu'un en vue. On a quelqu'un en vue. On verra. Voilà. Oui, très bien. C'est Fouad qui devait répondre. Voilà, c'est ça, même si vous l'avez choisi. Bon. Alors, on passe à 4 autres personnes pour Fouad Haïdar, néanmoins. Il y a d'abord le cycliste Gino Meder, le cycliste helvète décédé sur les routes du Tour de Suisse lors d'une descente dangereuse. Nous avons aussi Michel Claes, le juge du Qatargate, qui se déporte pour conflit d'intérêts potentiel. Anne Vermorgen, la nouvelle patronne de la CSC, ou encore Boris Johnson, l'ancien leader britannique rattrapé par ses soirées Covid. Alors, qui choisissez-vous? Gino, Michel, Anne ou Boris? Écoutez, Michel Claes, je pense que c'est quelqu'un qui, pour moi, est quelqu'un qui fait du bon boulot et qui a fait du bon boulot. Et je pense que, voilà, s'il a dû mettre un pas de côté, c'est qu'il le sait pourquoi. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que moi, c'est un personnage qui m'inspire assez... quelqu'un qui est assez correct et qui vraiment essaie de chercher les sous là où ils sont et essaie de montrer aux grands qui se prennent grands dans ce monde, de dire que la justice vous rattrape toujours un jour, et quand on fait son boulot correctement... ça ne vous a pas interpellé qu'il
qu'il interroge, puis qu'il perquisitionne, puis qu'il mette sous mandat d'arrêt Marc Tarabella. Écoutez, moi je ne s'adresse pas du tout à Maria Arena. Cette partie-là, je ne la connais pas. Oui. Moi, je vous dis ce qui m'inspire, c'est que par rapport à sa carrière et la manière dont il a travaillé, et pour le reste, malheureusement, dans le questionnement de Tarabella, je ne peux pas m'immiscer parce que je n'ai pas suivi ce dossier du tout. Mais tout le reste, vous m'avez posé ma question par rapport à son passé, et là, je peux vous assurer que... Je ne dis pas que vous n'avez pas répondu. J'ai lu quelque chose d'intéressant. Très bien, mais vous avez quelque chose à ajouter, Joël Maison, là-dessus? À propos de Michel Parce que vous avez le droit, non? Non, vous avez vrai. 3 autres. Non, c'est vrai que j'ai été assez déficiente sur la première galerie de portraits, oui, j'ai quand même mon opinion sur le fait que Michel Claise... Comme avocat, par exemple. D'abord, Michel Claise, c'est une institution, c'est le magistrat qui va, qui va débusquer des affaires, je veux dire, c'est un justicier, en fait. Et donc, ça rend évidemment le personnage charismatique, sympathique, médiatique et efficace. Dans la lumière. Et dans la lumière. Il aime la lumière, oui. Très pas le cas de tous les juges d'instruction. Non, bien sûr. Enfin, il y en a une autre qui aime bien la lumière aussi. Oui, c'est ça. Il fait du cinéma. Encore plus. Oui, mais c'est vrai que, j'étais un petit peu étonnée qu'il n'y ait pas eu, parce que forcément, Michel Claise savait que son fils faisait des affaires avec le fils de Maria Arena. Donc voilà, je trouve que le lien de proximité était quand même assez fort. Ah oui. Ça, c'est bizarre que ce soit l'avocat de Marc Tarabella qui le découvre. Oui, je trouve que voilà, c'est un peu dommage qu'il ne se soit pas déporté plus tôt. Je trouve que c'est un peu dommageable parce que voilà, ça a quand même ce ne sont que les enfants, mais enfin, ce sont quand même les enfants. On sait combien nos enfants sont au cœur de nos préoccupations. Qui pose un problème, oui, c'est ça. Voilà, le comptable commun et puis pas tout à fait. Voilà. Très bien, mais voilà, plein d'éléments. Je suppose que Fouad Haïdar ira s'intéresser à cela, pour savoir plus. Alors, 5 infos, Fouad Haïdar, on commence par vous. 5 infos, laquelle vous a ravi, laquelle vous a énervé. D'abord, ce sous-marin Titan qui n'a pas répondu et qui en fait a implosé. La cyclo-nudista et le Bruxelles Tour, le vélo à l'honneur à Bruxelles le week-end dernier. Les Diables Rouges moins courtois, le gardien ne digère pas le Capitana de Lukaku. La Pils de moins en moins belge. Et Écolo qui présente ses têtes de liste 16 mois avant les communales, beaucoup d'avance sur les autres. Alors, Fouad Haïdar, qu'est-ce qui vous ravit ou qu'est-ce qui vous énerve là-dedans? Ce qui m'énerve, c'est tout l'engagement qu'on met sur ce Titan-là qui ne répond plus, c'est ce sous-marin, là, au fait, aux questions. Oui. Quand on compare, et je pense que tout le monde l'a déjà dit et répété, quand on voit les moyens financiers qu'on met pour essayer de sauver, alors que chaque vie est importante, je veux dire, et que de l'autre côté, il y a des gens qui sombrent par coups de centaines dans l'océan et que aucun effort, et donc moi ça me met hors de moi, je veux dire, ou très peu, et donc... Est-ce que vous trouvez qu'il faut faire la comparaison? Non, je ne fais pas la comparaison, mais un peu des pommes et des poires. Non, ça ne met pas des pommes et des poires, ça veut dire qu'aujourd'hui il faut voir... je dis la morale des gens aujourd'hui, je dis la société, j'ai l'impression que c'est ça, je dirais, et elle tourne de plus en plus vers ça, et ça pose vraiment un problème, où c'est où tu marches, où tu crèves, tu as des moyens, tant mieux, tu n'en as pas, tu es mis sur le côté, et ça, effectivement, ça me pose un gros problème, et je pense que, je le dis souvent, moi, j'ai pas un problème avec les riches, moi, j'ai un problème avec les égoïstes, donc aujourd'hui, il y a des moyens pour aider tout le monde, et il faut prendre des responsabilités, et chaque vie vaut la peine, je veux dire, voilà, mais ici, ça c'est un truc qui m'a vraiment énervé. Pour le reste... Non, mais vous avez dit. Vous avez dit si vous avez énervé. Joël Maison, qu'est-ce qui vous énerve ou qu'est-ce qui vous ravit? Ce qui me ravit... Enfin, est-ce que ça me ravit? La cyclo-nudista, moi, je trouve ça assez sympa, en fait. Cette espèce de moment de liberté qui rassemble 300-400 personnes. Alors, c'est un peu provocateur aussi, mais bon, je trouve que ça fait de mal à personne. Ceux que ça gêne, ils ont qu'à regarder ailleurs, finalement. Et puis, le message est pas mal. La vulnérabilité des usagers faibles, que ce soit les piétons, que ce soit les cyclistes, par rapport à une ville où, c'est vrai, la voiture occupe quand même une place prépondérante toujours aujourd'hui. Voilà, je trouve que c'est un message... pédonudista aussi, peut-être, avec des gens qui se promènent à flot nu. Parce qu'ils sont encore plus fragiles. Oui, ils sont encore plus fragiles que les cyclistes. Et puis surtout, tout le monde est piéton. On ne peut pas choisir d'être piéton ou pas, sauf si on est une personne à mobilité réduite.
Tout le monde est piéton dans sa vie. On peut choisir de faire du vélo ou de ne pas en pratiquer. En revanche, tout le monde est piéton. Donc, à quand la piéto-nudista? Alors, je voudrais rebondir quand même sur l'info des colos qui présentent ces têtes de liste comme ça très très tôt. Fouad Haïdar, vous savez déjà si vous allez vous présenter au communal dans 16 mois? Se présenter, je ne sais pas si on a le choix. Maintenant, où ça, c'est notre et à histoire. quelle place? À quelle place, mais ça, mais à quel moment on décidera chez vous? Écoutez, on a des discussions à l'heure actuelle, parce que nous, les listes sont souvent des listes communes avec le PS. Oui. Donc voilà, la dernière fois, on s'est présenté ensemble et on verra qui présentera la tête de liste s'ils ont un candidat sérieux. Je pense que Xavier Van Cotter, qui est actuellement notre chef de groupe au niveau de la commune, fait très bien son boulot et on verra si c'est lui. Il y a une députée bruxelloise aussi qui est à Gênes maintenant. Ah oui, écoutez, elle a déménagé, mais moi je ne l'ai pas encore vue, donc je ne me suis pas encore réuni avec elle. Donc elle est là, J qui est là. Oui. Donc ça, c'est le PS qui dit. Voilà, c'est le PS qui décide. Je veux dire, leur tête de liste, on ne rentre pas dans leur discussion. Mais c'est vrai que des fois, c'est tentant de dire est-ce que je ne devrais pas tirer ma propre liste pour voir vraiment ce que je vaux réellement, puisque la dernière fois, j'avais le 3e meilleur score de toute la commune avec tous les candidats confondus en sortant le bourgmestre. Donc c'est quand même énorme. Pour un candidat néerlandophone, c'est tu pas arrives à évident. Bruxelles, voilà, je veux dire, on fait plus de 1300 voix de préférence dans une commune comme Gênes. Tu te dis, il y a quand même un public potentiel, alors que tout le monde sait que mon électorat est un peu ailleurs, et je me dis pourquoi pas, mais voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons... laissez une porte ouverte quand même. Là. Moi, je laisse plus pour une liste Haïdar. Pas mal ça. Liste Haïdar. Alors, est-ce qu'il y aurait une liste maison? Que de créativité. Est-ce qu'il y aurait une liste maison à une liste, il y en a déjà eu une. Hein, une liste maison. Non, il y a eu une liste. C'était une liste FDF où je m'étais présentée en tête de liste. Oui. Voilà, non, à Uccle, voilà, je continuerai à m'engager, mais je ne souhaite pas jouer un rôle actif dans un exécutif à Uccle, puisque voilà, j'ai été échevine de l'enseignement pendant 12 ans. J'ai eu cette expérience qui était une expérience et des responsabilités très importantes. Et je souhaite, depuis quelque temps, plutôt concentrer mon action sur la région. Mais vous trouvez qu'Écolo s'y prend trop tôt, ou bien c'est plutôt bien joué de leur part de se faire voir maintenant? Écoutez, ça leur appartient. Moi, je trouve que c'est très tôt. Il y a des tas de choses qui peuvent se passer dans une vie politique. Parce que par exemple, à Forêt, on a appris que la bourgmestre actuelle, elle était déjà démarquée. Donc est-ce qu'elle peut encore jouer un rôle de bourgmestre alors qu'elle sait que ça la décrédibilise, en tout cas, ça lui donne pas du poids et ça lui donne pas beaucoup de force. Mais c'est plus transparent aussi. C'est plus transparent, mais est-ce que c'est pas prématuré? Je trouve que c'est prématuré. Moi, honnêtement, chez nous, moi, c'est dans un signal assez spécial. On dirait que voilà, on est déjà occupé avec les élections, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'on a un an de travail. Il y a quand même des choses qui doivent se réaliser. Voilà, il faut trouver un juste équilibre. Je pense que c'était juste un peu trop tôt. Mais bon, ça, c'est leur problème. Chacun sa stratégie. On est quand même déjà dans les élections. On le voit bien, aussi bien au niveau régional, fédéral, tout le monde se place. On sait que ça fait... Non, mais on sait aussi que ça fait des semaines, voire des mois que chacun essaye de trouver sa tête de liste pour les communales aussi. Le fait le décumul fait que de toute façon, il faut y réfléchir le MR très rapidement. Cherche une tête de liste. Oui, c'est pas encore Adja Labib. Alors, on va passer à notre sujet suivant. C'est les rapports entre les néerlandophones et les francophones en région bruxelloise. On va profiter d'avoir deux députés qui chacun travaillent l'un sur la COCOF, l'autre sur la VGC. Alors, comment la région a-t-elle évolué avec ces deux communautés, avec deux langues qui petit à petit ont finalement de moins en moins d'importance au sein de la région, parce qu'il y a de plus en plus de langues. Y a-t-il encore un sens à la répartition des sièges aujourd'hui par communauté linguistique? Les hôpitaux sont-ils assez bilingues? C'est des questions qu'on entend souvent. S'il fallait refaire la région en 2023, est-ce que ce serait comme en 89, Joëlle Maison? Non, je ne crois pas du tout. Je crois qu'en 89, on avait on avait les Flamands de Bruxelles qui avaient, et de manière générale, qui avaient peur parce qu'ils perdaient en pourcentage. On avait moins de Flamands proportionnellement par rapport aux francophones. Et donc, il y a eu des tas de... La représentation garantie,
qui est quand même une torsion du suffrage universel. Alors il y a une très bonne entente entre flamands et francophones bruxellois, je trouve, vraiment au sein du Parlement, mais à Bruxelles, il y a vraiment un fait régional qui supplante le fait communautaire francophone ou néerlandophone. À Bruxelles, en tout cas, je trouve que c'est très illustratif. Et au sein de notre institution aussi, mais je n'ai pas l'impression que si on devait créer une région bruxelloise aujourd'hui, en 2023, on tordrait ainsi le suffrage universel pour assurer aux néerlandophones une représentation garantie, c'est-à-dire c'est une entorse au suffrage universel. Moi, franchement, je n'ai pas de problème à ce que dans les exécutifs, il y ait une parité, mais en revanche, au niveau des parlements, c'est une élection, normalement, c'est un homme, une voix. Et donc, ce principe-là n'est pas respecté. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, les relations sont très fluides entre francophones et néerlandophones à Bruxelles. Et peut-être que les conflits qui existent encore ailleurs, ou les tensions qui existent ailleurs, comme Wonen in eigen streek, à Bruxelles. Ils sont en dehors de Bruxelles, en fait. Ils sont en dehors de Bruxelles et on essaie peut-être d'instrumentaliser les Bruxellois. On vit dans une région qui est considérée comme une région bilingue, et donc il faut trouver un juste équilibre. Est-ce qu'on a besoin de 17 néerlandophones et 72 francophones? Non. Je pense qu'à un moment donné, on a poussé de 11 néerlandophones à 17 et de 65 à 72, parce qu'il y avait un danger du côté du Vlaams-Belang qui devenait de plus en plus important. Et donc, ils risquaient d'avoir 6 sièges sur 11, et donc ils ont. Et donc, à un moment donné, au lieu de répondre à la population, leur dire pourquoi les gens votent extrême droite et évitons que les gens votent extrême droite, on leur apporte des réponses, on a préféré parfois augmenter le nombre de sièges pour les faire noyer sur les 17. Mais maintenant, on veut les diminuer, grosso modo. Mais nous, on n'a pas de problème avec ça. De toute façon, il y a trop de politiciens. Oui, ça, on le dit, on le répète, il y a trop de parlementaires. Et je veux dire, on le voit dans les commissions, et ainsi de suite. Nous, je veux dire, ce qu'il y a, c'est que quand tu regardes le travail que nous devons faire, par exemple, les néerlandophones, nous sommes par exemple à 3 au niveau de Verreut, ou à Bruxelles-Verreut. À 3, on a autant de travail que des filles. On doit dans toutes les commissions. Mais 3 fois plus de collaborateurs. Qui ça? Vous avez 3 plus de collaborateurs? Non, pas du tout. Ça, c'est... Non, vous avez des dotations beaucoup plus importantes. Non, pas du tout. Ça, c'est si vous avez tous des fonctions spéciales. Ça, c'est la reconnaissance. C'est une fake news, ça. Non, les fonctions spéciales, non, mais pas du tout. Je pense que Mme Maison devrait contrôler les chiffres. C'est qu'une fois qu'on a une personne qui est élue, elle est reconnue comme fraction. Mais ça ne change rien une fois que vous êtes reconnu comme fraction. Je veux dire, nous, on regarde, on a les mêmes, voilà, les groupes politiques, tout simplement. Aujourd'hui, il y a un équilibre qui doit être trouvé. La discussion de dire un homme, une femme, ben oui, à la région... Non, un homme, une voix. Un homme, une voix, excusez-moi, une femme, une voix. Oui, tout à fait, excusez-moi. Et donc, au niveau fédéral, ce serait la même chose. Je veux dire, on sait très bien que la majorité de la population est flamande. Si on commence à jouer ce jeu-là, on ne va pas se retrouver. Oui, mais ce que j'ai entendu de la part de Joëlle Maison, c'est qu'elle dit, au niveau de l'exécutif, on garde la parité. C'est au niveau des députés, des élus. Et ça, à la Chambre, c'est mais malheureusement, heureusement, une semaine sur 2, on est séparés. Et donc, la COCOF se sépare, et moi, je me sépare avec les 17 néerlandophones, et on discute des matières qui sont purement communautaires. Il y a des choses qu'on peut fusionner, mais l'enseignement, ça pose un vrai problème. Je veux dire, on ne peut pas demander à des francophones de s'occuper de l'enseignement néerlandophone, néerlandophone s'occuper de l'enseignement francophone. C'est quand même une matière technique, c'est quand même, il faut une spécialisation, il faut quand même maîtriser la langue. Je veux dire, aujourd'hui, l'idéal, ce serait d'avoir des profils, je ne veux pas dire comme moi, je veux dire qu'ils sont parfaitement bilingues, et comme certainement son néerlandais est très bon, et d'autres. Et est-ce qu'on doit faire un examen en disant que tous les Bruxellois qui sont au Parlement bruxellois doivent être bilingues et avoir un test Taylor? Est-ce qu'on accepterait ça? Je sais pas, c'est ce que vous proposez. Non, mais je veux dire, vous proposez. Je veux dire, à partir du moment, et ça faciliterait les choses pour tout le monde. Et alors, on n'aurait plus de traducteurs qui constamment nous traduisent en français ou en néerlandais. Ça coûte, excusez-moi, de faire le pot des fesses. Je veux dire, traduire, tout doit être en bilingue, ainsi de suite. Si on avait des personnes qui seraient bilingues, parfaitement, ça ne poserait aucun problème. Mais comment est-ce que vous voulez que ça change? Non, de toute façon, il faut que ça change, il faut... Mais comment, alors? Diminuer déjà un certain nombre de parlementaires, déjà, pour commencer. Ça, c'est déjà mais est-ce que vous voulez garder une minorité garantie pour les néerlandophones? Dans la même proportion, oui, mais de toute façon, il faut diminuer d'office, ça c'est 1. Et 2, je pense qu'il y a une minimum garantie qui doit être mis en place, parce qu'aujourd'hui, on le constate, dès qu'un projet doit soi-disant être bilingue, qui est subventionné par la COCOM, d'office, ça devient après un projet purement francophone. Et là, ça pose un problème. Si on peut nous garantir effectivement que les néerlandophones et les francophones seront aidés de la même manière, on n'a aucun problème. Aujourd'hui, c'est comme à Bruxelles. Je dis, pourquoi on leur demande nos hôpitaux, par exemple, en tout cas les hôpitaux Iris, je dis, il n'est pas normal que quelqu'un qui vient à la capitale de son pays, c'est-à-dire qui vient d'Ostende ou qui vient de Mons, quand il vient à Bruxelles, de pouvoir être dans sa propre langue.
Ça, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit au niveau de la police. Donc tout ce qui est en service d'urgence. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc on doit pouvoir garantir ça. Et si on nous promet que ce sera comme ça, je ne vois pas où est le problème de pouvoir diminuer et de retirer cette minorité qui existe aujourd'hui. Jeanne Maison. Oui, de mon point de vue, d'abord il faut baisser drastiquement le nombre de parlementaires. Je dirais 60 parlementaires, 50, 60 parlementaires. La fin de la représentation garantie parce que c'est contraire au suffrage universel. Vous avez parlé de COCOM, COCOF, VGC. Mettons un terme à tout ça. Le citoyen n'y comprend rien et parfois nous non plus. Donc on s'y mêle. Les journalistes non plus, par contre. Voilà, mais non, mais bien sûr, on connaît la répartition des compétences, mais ça n'a pas de sens. Donc on fusionne COCOM et régions. Les matières COCOF, on les envoie aux communautés. Peut-être pas la formation professionnelle qui serait bien peut-être d'accoler à l'emploi. Ce serait peut-être une avancée, plus logique. Alors c'est vrai qu'à Bruxelles, on ne peut pas présenter de liste bilingue. Dommage. Moi, je le regrette. Je trouve que ce serait une solution, c'est de pouvoir présenter des listes bilingues plutôt que de commencer. Bon, Fouad, votre idée de rendre un examen CELOR obligatoire, enfin bon, voilà, ça fait pas partie des critères d'éligibilité, et fort heureusement. mais voilà, donc je crois qu'il faut simplifier les institutions, réduire le nombre de parlementaires et assurer plus de cohérence dans les répartitions des compétences. Karim Fadou. Non, parce qu'il y a aussi des choses qui sont anormales, et vous parlez effectivement de représentation démocratique. On a parlé tout à l'heure de Lola Dirks. Lola Dirks, elle fait 300 voix sur la liste Change, donc on va dire Vorm-VSP à l'époque, à la ville de Bruxelles. La ville de Bruxelles, c'est 180 000 habitants. Elle va devenir Eschwil, elle pourrait devenir Eschwil avec 300 voix. Enfin, c'est tout simplement aberrant et je dirais même presque antidémocratique. Ça, c'est une vraie question et ça arrive très régulièrement. On a la totalité de la liste, donne un siège. Et donc ce siège-là, voilà, c'est différent. Nous, on est tous d'accord d'être derrière elle. Je veux dire. Mais est-ce qu'il est normal que tous les Bruxellois et au sein du collège de leur ville, une Eschwin qui n'a été élue que par 300 personnes. Mais c'est partout la même chose. C'est partout la même chose. Partout. Tout comme on peut avoir effectivement des ministres au sein du gouvernement bruxellois, notamment côté néerlandophone, qui sont élus avec très très peu de voix. On en a eu par le passé. Oui, bon, on peut aussi avoir des ministres qui ne sont pas élus du tout. On peut avoir des ministres qui ne sont pas élus, il ne faut pas nécessairement être élu pour être ministre. C'est ça, sauf que la différence, c'est que c'est proportionnel. C'est qu'il y a 46 000 personnes qui votent pour une liste flamande, et il y en a 500 000 qui votent pour une liste francophone. Donc si on veut extrapoler, on fait x8 et voilà, on va se dire que c'est un score formidable. Je veux dire, voilà, même quelqu'un qui a 1000 voix, c'est l'équivalent de 8000 voix sur une liste francophone. Ça s'appelle le taux de pénétration. Il y a des taux de pénétration, voilà. Mais bon, on n'élit pas les gens sur leur taux de pénétration, on les lit quand même en nombre de, nombre de voix. Je veux dire, on peut le faire partout. Oui. Et vous, Vanessa Lillier, comment vous voyez cette région évoluer? Parce qu'elle a quand même 34 ans maintenant, cette région. Oui, mais c'est vrai que ça serait assez bien, moi je trouve, d'avoir des listes bilingues. Ça éviterait effectivement ce manque de représentativité parfois des élus néerlandophones. Bon, après, par rapport aux collèges communaux, il y a évidemment cette difficulté de l'échevin surnuméraire qui rapporte beaucoup d'argent aussi aux communes, donc ils sont bien contentes d'avoir un échevin néerlandophone pour arrondir les fins de mois. Et après, pour la suite, il faut, par rapport à l'enseignement, effectivement, c'est problématique de régionaliser ces matières-là, mais avoir en tout cas, par exemple à Bruxelles, uniquement des écoles bilingues, ça serait peut-être bien en fait. Dans un monde idéal. Donc voilà, c'est impossible, c'est dommage. Et ça serait peut-être ça, en fait, l'évolution aussi. Parlons des écoles, justement. Avec les inscriptions à l'école secondaire, il reste un problème, à la fois côté francophone et côté néerlandophone. En tout cas, le Nord-Ouest, lui, il désespère, parce qu'il y a un manque d'écoles qui est criant. Extrait de l'émission Versus de mercredi, il y avait Sandra Mikils, du collectif Enfants non admis, une mère d'élèves très remontée, écoutez-la. Ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que dans nos communes du nord-ouest de Bruxelles, où il n'y a pas suffisamment d'écoles, en fait, l'indice socio-économique de l'école primaire est devenu l'élément déterminant pour classer les enfants. Et en résultat, on a dans nos écoles, par exemple, Sacré-Cœur de Jette, Sacré-Cœur de Gansoren, Maria Assumpta, Chris Roy, aucun enfant en dehors des priorités de fratrie ou de parents prestreints n'a obtenu une place dans l'école secondaire adossée. Et pire encore, on a en fait
80% de nos élèves qui n'ont obtenu aucun de leurs choix dans aucune des écoles. Certains ont mis 9 choix et c'est 0 place. Alors ce fameux décret inscription et toutes ces modifications, vous l'avez vécu de près quand vous étiez chefine de l'instruction publique. Quelle est votre vision aujourd'hui de cela? Est-ce qu'on s'est trompé ou bien on a eu raison, mais il y a des petits problèmes, il y a des couacs? Je pense qu'on s'est lourdement trompé, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement dans un nombre très minoritaire d'écoles des problèmes d'inscription. Les problèmes d'inscription en première secondaire, c'est-à-dire que les parents, certains parents très informés, très favorisés, ayant des contacts peut-être privilégiés avec l'école, inscrivaient leur enfant 3-4 ans avant l'entrée théorique de leur enfant en première secondaire, où il y avait des discriminations. On exprimait poliment la direction, le secrétariat, à certains parents qui souhaitaient inscrire des enfants peut-être qui ne correspondaient pas tout à fait au profil de l'école, que ce serait peut-être bien de s'inscrire ailleurs. Donc tout ça, évidemment, étaient des comportements condamnables, mais je pense qu'on aurait pu tout à fait les résoudre autrement. Pas en créant une usine à gaz comme le décret inscription, qui depuis 2007 sévit, qui crée un stress immense chez les élèves, chez les parents, mais chez les élèves aussi. Ça crée un stress énorme et il ne remplit pas ses objectifs. Il remplit un petit peu un objectif d'équité et de transparence parce que, soi-disant, la procédure est transparente. Oui, elle est transparente. On a décrété qu'elle était transparente, mais il y a plein de gens qui ne comprennent pas la manière dont ça fonctionne. Donc, ce n'est pas totalement transparent. Tous les élèves sont égaux, mais toutes les écoles ne le sont pas. Et surtout, il y a un problème de qualité de l'enseignement. Il y a une fracture entre les bonnes écoles et les moins bonnes écoles, et c'est ça le problème. Et je pense que si on avait, d'une part, créé beaucoup plus d'écoles, mais aussi rendu l'école plus égalitaire dans les écoles entre elles par leur qualité, mais aussi dans les écoles où ça posait problème, je ne sais pas moi, donner une date unique d'inscription, ça a été fait, et placer peut-être des vérificateurs du bon déroulement des inscriptions dans les 5-10 écoles à Bruxelles où ça posait problème, mais on ne serait pas entré dans cette usine à gaz, on n'aurait pas créé ce stress collectif qui aujourd'hui est ingérable. Et il n'arrête pas de modifier les critères qui deviennent de plus en plus compliqués. Un critère annule l'autre et ça crée les dérives, comme on le voit dans le nord-ouest de Bruxelles aujourd'hui. Fouad Aïda, ça se passe mieux du côté néerlandophone? Non, ça ne se passe pas spécialement mieux parce que les gens veulent tous les mêmes écoles, parce qu'ils cherchent tous l'école de qualité. Et bon, moi, au début, je pensais à un critère, parce que bon, la qualité de l'enseignement se dégrade de plus en plus. C'est pas parce que c'est des écoles néerlandophones que c'est le top. Il y a des écoles qui sont encore au meilleur niveau et d'autres qui n'arrivent plus à suivre. Mais je le vois aujourd'hui, par exemple, quand j'ai proposé que d'abord priorité aux enfants du quartier qui habitent, la distance était le plus important, mais ça veut dire que les enfants de notre roi ne pourraient pas aller à Cynthia Berkmans. Je veux dire, il habite beaucoup trop loin du centre-ville que pour mettre ses enfants là-bas. Mais en entendant, tous les gens qui habitent autour de Cynthia Berkmans ne peuvent pas avoir accès dans cette école. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pour vous dire simplement que quand on va au collège Saint-Pierre, la même chose, je dirais des gens qui habitent pratiquement collés ou adossés n'arrivent pas à trouver une place dans cette école-là. Donc effectivement, il y a un souci par rapport à ça. Et la deuxième question, c'est de savoir pourquoi est-ce que les parents choisissent telle école et une autre école, alors que ce sont toutes les mêmes écoles, ils ont des inspecteurs, ils ont des contrôleurs, ils ont des professeurs, normalement qui devraient être motivés, et malgré tout, ils devraient donner le même. Il y a quand même une différence. Il y a une différence. Il y a aussi beaucoup de francophones qui mettent leurs enfants dans les écoles néerlandophones. Énormément de personnes, puisqu'on sait que plus ou moins 11 à 15% des enfants qui sont actuellement dans les écoles néerlandophones sont dont un des deux parents est néerlandophone. Le reste, la majorité, c'est des francophones, on va dire purs et durs. Les deux parents, ou bien pas du tout. C'est plutôt bon pour l'image de l'enseignement. Non, c'est très bien, mais il faut voir les résultats. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a deux sortes d'enfants, des enfants qui réussissent très très bien, et qui, et tant mieux, parce qu'il y a des réussites. Et puis il y a des enfants, et quelqu'un doit faire le caissier UGB, ils sont bilingues pour être caissier UGB. Donc même leur niveau de néerlandais et de français est d'un niveau, ils n'arrivent même pas pour passer. On sait que le niveau ne sera pas suffisant pour faire des études supérieures. C'est une catastrophe. Donc il y a des problèmes. Et parce qu'on ne parle pas néerlandais dans la famille. En fait. Ou dans la famille ou à l'extérieur. Il y a, comme on le dit en néerlandais, gebruik van het Nederlands buiten de schoolmuren. Comment utiliser ce néerlandais en dehors des heures d'école. On a une relation que de travail. J'ai des bons points, j'ai des mauvais points. Je vais à côté au sport en français, je vais à la maison de jeunes en français, je vais au boucher en français. Et pendant 15 ans, tu vas apprendre le néerlandais parce qu'on a besoin pour travailler. Mais le gamin, il a envie de jouer, il a envie de s'amuser, il veut s'épanouir et il ne voit pas autour de lui. Alors nous, on a mis toute une méthode en place de group practice
qu'on explique aux enfants, n'allez pas au cinéma à 5 heures, allez voir la version en néerlandais à 3 heures. Par exemple, c'est des petites choses. Allez à la maison de quartier, un tel. Jouez avec des enfants en néerlandais, amusez-vous en néerlandais, aimez en néerlandais. Pour avoir un plaisir. Je veux dire, si on n'aime pas et si on n'a pas de plaisir... Vous voulez flamandiser davantage Bruxelles, en fait. On ne veut pas flamandiser, puisqu'on a une minorité qui est de toute façon garantie. Donc, même si on est 100 000, on aura que 17 sièges. Très bien, on va passer à présent à nos coups de cœur. Vanessa, vous vouliez parler du grand événement de ce week-end, c'est la fête de la musique. Oui, je ne sais pas s'il y a des groupes néerlandophones au Parc du Cinquantenaire, en tout cas ce soir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de choses, donc dans toutes les communes de Bruxelles aussi, et spécialement donc, au Parc du Cinquantenaire, où là, il y a pas mal de groupes, des groupes aussi qu'on a présentés aussi beaucoup sur BX1, et puis il y a Charles, notamment ce soir à 19h, et Yellowstrap juste après, donc voilà. Au Parc du Cinquantenaire. Très bien. Et alors, toujours au Parc du Cinquantenaire? Oui, mais c'était pour enchaîner, pour abonder dans son sens. C'est parce que je suis supporter de l'Olympique de Marseille et donc je suis très heureux de savoir. Vous voulez dire, il n'y a pas assez de clubs de foot en première division à Bruxelles pour aller chercher un club en France, c'est ça? Non, mais c'est depuis tout petit. Oui. Et qui ont gagné la Ligue des Champions. Je referme la parenthèse. Grâce à un Bruxellois. Grâce à un Bruxellois, Raymond Goutas, effectivement, Raymond la science. Et donc non, il y a un Marseillais, c'est la tête d'affiche du grand concert de la fête de la musique au Cinquantenaire. Donc ce samedi soir à 23h. C'est Sosomanes qui est marseillais. Donc on peut aimer ou ne pas aimer sa musique, mais il est marseillais, je tenais à le souligner. Et moi, j'ai un coup de tristesse. Canal a décidé d'exposer sur sa façade une œuvre artistique tous les 6 mois à peu près. Suivant l'exemple de ceux et celles qui jettent de la purée sur des peintures, une personne ou un groupe a estimé nécessaire d'y écrire en grand « boycott de l'aise ». Alors, comme vous le voyez, on a échappé à la faute d'orthographe parce qu'il manquait manifestement le H à l'aise. Quelle que soit la cause, c'est triste. Un rapide coup de cœur du côté de Fouad ou du côté de Joël, un truc à faire ce week-end, autre que la fête de la musique. J'ai des mariages familiaux, j'ai ma nièce qui se marie. Eh bien, on vient tous, surtout si c'est en néerlandais. Et à côté de ça, quand j'ai dit à mes enfants, n'oubliez pas pendant le mariage, ils m'ont dit, t'as oublié la couleur café. Ah oui, j'ai dit, ah bon? Exactement. Autre événement du week-end, couleur café. Jeune Maison? Moi, je regrette vraiment de ne pas pouvoir assister à la fête de la musique, mais je vais aimer à Ostende, donc aimer en néerlandais. Puisque je me rends à Ostende, en fait, voilà, j'ai la chance d'avoir une connaissance qui me prête son appartement à Ostende, et donc je vais profiter d'un week-end là-bas. Un peu de beau temps pour vous, on vous le souhaite, et n'oubliez pas d'aller voir. Elle est flamande. Elle est francophone. N'oubliez pas. Mais elle ne sera pas là. À Ostende. N'oubliez pas d'aller au cinéma à Ostende. Il n'y aura pas de sous-titres, vous serez obligé de voir. Mais j'y suis déjà allée et il y a des sous-titres en fait. Très bien. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison.